Nous sommes le 13 août 2020. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer dans votre émission Covid-19 à vos questions. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité au plateau déjà ce thème, vaccin. L'Organisation mondiale de la santé impatiente d'analyser les essais cliniques russes. Et comme invité, professeur Yao Kassankoyon, il est bien sûr professeur agrégé de santé public, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Bonsoir professeur, merci d'honorer notre plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Parfait. Alors, on sait que il fait déjà 4 jours pratiquement, que la Russie annonce avoir trouvé un produit qui fera mieux l'affaire d'ici mi-2021, c'est-à-dire un vaccin qui va sauver l'humanité de ce mal qui traverse le monde entier depuis plus de 6 ou 8 mois pratiquement. Et ce vaccin doit être testé pour s'assurer de la fiabilité du produit en question. Alors, justement, quand on parle du vaccin, dans les normes de l'OMS, puisque vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'OMS, comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Pour répondre à vos questions, il y a quelques informations générales qu'il faut donner. Voilà. Le développement d'un vaccin, ça peut être un vaccin qui est préventif, c'est-à-dire on l'utilise pour prévenir d'avoir la maladie, ou bien un vaccin qui est thérapeutique, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour traiter. Les deux, il y a une nuance. Okay. Le premier, quand on l'utilise et qu'on te l'injecte, ça te protège et ça t'évite d'avoir la maladie. Le deuxième, c'est utiliser chez ceux qui sont déjà malades au début pour leur permettre de résister contre la maladie. Nous allons surtout parler du vaccin préventif. Maintenant, quand on prend les vaccins qui sont préventifs, en particulier le vaccin préventif donc, contre la maladie à coronavirus, comme l'ensemble des vaccins, généralement, les expériences des années passées, qu'il faut environ 10 ans pour développer un vaccin. Et pourquoi il faut 10 ans? Il faut 10 ans parce que le développement d'un vaccin passe par plusieurs phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase préclinique. Donc ça se développe en laboratoire sur des animaux. Et ça permet de savoir si le vaccin qu'on veut développer là, est-ce qu'il est toxique, est-ce qu'il est nocif, et s'il est toxique, nocif sur les animaux, on arrête. Maintenant, si on se rend compte qu'il peut être efficace, on passe à la phase qu'on dit la phase clinique. C'est-à-dire que la phase clinique, là, ça se développe chez les humains, donc chez l'homme. Cette phase clinique, elle a à peu près 3 phases. On peut ajouter une 4e phase, quoi. Oui. La première phase, c'est de prendre un maximum d'une dizaine de personnes. Et le tester, voir. Et le tester, voir. Est-ce que le vaccin est inoffensif? Je dis bien inoffensif, c'est-à-dire que ça ne produit pas d'effets secondaires. Ça ne nuit pas à la santé de l'individu. Et généralement, cette phase dure. Dans le développement d'un vaccin, je ne parle pas du coronavirus, qui a une urgence 1 à 2 ans. Donc, c'est une dizaine de personnes, pas plus. Si on teste une dizaine de personnes avec un objectif bien précis, qui est, est-ce que c'est inoffensif?
Est-ce que ça produit l'effet qu'on veut? On passe à la deuxième phase, OK. qui est celle de vérifier l'efficacité de ce vaccin-là. Et dans cette deuxième phase, on peut prendre plus d'une dizaine, donc jusqu'à une centaine, même parfois 1 millier de personnes. Et on vérifie si le vaccin produit les anticorps qu'il faut pour protéger les individus. Est-ce que ce vaccin, sur un plus grand nombre, est-ce qu'il a des effets secondaires ou non? Quelle est la dose de vaccin qu'il faut? Parce qu'on peut faire de petites doses, une dose plus élevée, etc., pour savoir, selon les doses, quelle est la quantité qu'il faut pour développer la prévention contre la maladie. Et maintenant, si c'est efficace, on passe alors à la troisième phase, qui est plus généralisée. C'est la phase de l'efficacité générale, qui peut prendre plusieurs milliers de personnes. Maintenant, si je reviens, j'ai donné la généralité, si je reviens à la maladie qui nous intéresse. Oui, coronavirus. Bon, d'après les données qui étaient disponibles il y a de cela 3 semaines à 1 mois, il y avait environ 17 vaccins, qu'on dit vaccins candidats contre le coronavirus, qui étaient à la phase clinique dont j'ai parlé. Il y avait à peu près 133, autour de 130, qui étaient à la phase préclinique, c'est-à-dire en laboratoire. Parmi ces vaccins, il y a plusieurs pays, plusieurs universités qui sont en train de le développer. Donc parmi ces pays, ces universités, on a la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, après les pays du Nord, les pays d'Amérique, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, etc. Donc c'est parmi les 17 candidats vaccins qui sont à la phase clinique là, que la Russie dit qu'ils ont trouvé maintenant un vaccin qui est efficace contre le coronavirus. Je m'arrête là pour que vous puissiez poser les questions plus détaillées. Voilà, justement, parlant de ce vaccin-là qui a été annoncé par la Russie il y a 112 heures déjà, est-ce que c'est l'OMS qui a quand même vu parmi ces vaccins qui sont en phase clinique là, que c'est pour la Russie qui est le meilleur, ou c'est la Russie elle-même qui a fait la prouesse seule et elle juge que c'est le produit qu'il faut pour sauver la situation? Bon, je pense que le produit n'est pas encore arrivé au niveau de l'OMS. Oh, okay. Parce que la phase de développement de ces vaccins, à la phase clinique, quand tu as suivi l'ensemble des phases là, et que tu arrives à la troisième phase dont j'ai parlé, et que tu es sûr que le vaccin est efficace, que le vaccin ne donne pas d'effet nuisible pour la santé des individus, donc sur plusieurs milliers d'individus, il faut présenter le vaccin là à une commission nationale qui approuve que le vaccin est efficace. Et à ma connaissance, je ne pense pas que la Russie a d'abord présenté ce vaccin à leur propre commission nationale, qui est celle de la Russie, qui approuve que c'est efficace. Je ne dis pas que ce n'est pas encore efficace, mais il faut présenter à une commission nationale qui est, elle, indépendante, qui approuve que c'est efficace et qui, alors, peut autoriser la vente, donc la commercialisation. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc, pour répondre à votre question, le vaccin, je ne pense pas qu'il soit encore arrivé dans les bureaux de l'OMS. Justement, quand on sait que le vaccin n'a pas été encore présenté à cette commission nationale qui devait juger de son efficacité, est-ce qu'on peut quand même faire des annonces comme ce fut le cas, hein? On avait vu avec le président malgache qui avait annoncé comme ça également pour Covid Organics. Bon, dans certains cas, quand on est chercheur, il y a l'enthousiasme de la découverte. Okay. Donc, quand le chercheur découvre que son produit est efficace, peut-être sur une dizaine de personnes, sur une vingtaine, parfois sur une centaine, tout de suite, le chercheur a
envie de dire à son autorité que je viens de découvrir quelque chose qui est efficace. Et donc, ils annoncent ça, que c'est efficace, mais ça doit passer toujours par les phases dont j'ai parlé de façon générale, pour être sûr. Parfait. Vous avez quand même eu à faire la généralité quand il s'agit d'un vaccin, les étapes à respecter, ça et là, avant d'arriver à la dernière étape. Mais quand on est en face d'une crise sanitaire, comme ce fut le cas. Généralement, quand on est en phase d'une crise sanitaire, donc toutes ces phases, donc je disais, qui durent 1 à 2 ans, l'autre phase peut-être 3 à 5 ans, une autre phase 2 à 5 ans. Et les chercheurs écourtent ces phases. Donc, ils écourtent les phases en accélérant les processus. Et c'est le cas pour la maladie à coronavirus, pour laquelle la plupart des chercheurs, et quand je dis chercheurs, ça peut être des universités, des chercheurs qui sont dans les universités, ça peut être des chercheurs qui sont dans les laboratoires de recherche pharmaceutique, ça peut être une combinaison de chercheurs de laboratoires de chercheurs qui sont dans les laboratoires de développement de pharmacie et ceux des universités. Parfois même il y a plusieurs pays ou bien plusieurs universités de pays différents qui s'unissent pour faire la recherche sur un tel vaccin. Et généralement, quand ils découvrent qu'il y a une certaine efficacité, tout de suite, ils ont tendance à annoncer que je viens de découvrir quelque chose. Mais maintenant, il faut voir la suite et voir l'efficacité, suivre pendant une certaine durée. C'est peut-être ce que la Russie va essayer de faire dans les 9 prochains mois ou bien dans les 6 prochains mois. Et puis, voir qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut être prudent. Puisque, selon cette même déclaration, le vaccin a attendu mi-2021, selon les mots du président russe, Vladimir Poutine, qui l'a annoncé tout récemment. Mais une question demeure. Si on écourte les différentes étapes qui mènent à la destination finale pour avoir un vaccin aussi efficace, permettez la tautologie, est-ce que ce vaccin à terme sera efficace? Bon, c'est la question, c'est-à-dire que parfois on peut se poser une question. Devons-nous attendre 4, 5, 6 ans pour avoir un vaccin parfait? Ou on n'a pas un vaccin, non, pour avoir un vaccin parfait, et pendant ce temps, combien de personnes seraient mortes? Ou bien non, on écourte la durée et on essaie de développer un vaccin. On sait qu'en écourtant la durée, on évite un certain nombre de décès, mais il faut également voir quels sont les effets secondaires de ces décès-là, de ce vaccin qui a été écourté, est-ce qu'il va entraîner des effets secondaires, et les comparer par rapport à la durée normale pour prendre une décision. Et je pense que probablement c'est ce que les Russes ont fait. Et peut-être c'est ce que l'OMS va faire au moment où le vaccin leur sera présenté officiellement pour savoir s'il doit être homologué ou non au niveau de l'OMS. On dit l'OMS est impatiente, bien sûr, d'analyser les essais cliniques russes. Alors, qu'est-ce que l'OMS va faire quand on parle, bien sûr, d'analyse de ces essais cliniques-là? Ça consiste à faire quoi concrètement? Pour nous qui sommes, bien sûr, les profanes, nous qui ne sommes pas, bien sûr, des professionnels du domaine comme vous. Bon, généralement, ce que l'OMS va faire, elle va inviter ce que nous appelons des chercheurs qui sont indépendants, donc qui ne sont pas russes, qui n'ont aucun intérêt avec le laboratoire russe qui a développé donc ce vaccin, qui n'ont aucun intérêt dans la future commercialisation de ces vaccins. Et puis, il va demander à ces chercheurs-là d'analyser les documents que la Russie aura produits. Quels sont donc les documents que la Russie doit produire? Un, comme je l'ai dit dans les généralités, il doit produire les documents, donc les essais précliniques qu'ils ont faits au niveau du laboratoire. Sur combien d'animaux? Quels ont été les résultats? Quels ont été les effets secondaires? Quelle a été la procédure? Combien de temps ça a duré? Deux, quand ils ont passé à la phase clinique, combien de personnes
ils ont testé pendant la première phase où j'ai dit qu'il faut une dizaine de personnes. Quels ont été les résultats par rapport au nombre de doses? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires, etc. Et les chercheurs là vont analyser et en fonction de ce qu'ils ont eu comme résultat de leur connaissance, parce que c'est des gens quand même qui sont des chercheurs aguerris, ce n'est pas n'importe qui comprend là-bas. Ils vont dire que ça c'est efficace ou bien ce n'est pas efficace. Voilà la procédure. Alors, l'autre question qui taraude les esprits à l'heure où nous débattons sur ce plateau, c'est que est-ce qu'on n'est pas peut-être tenté de dire qu'à terme on aura affaire bien sûr à une dizaine de vaccins, quand on sait que chaque pays à son niveau s'active pour trouver le vaccin. Est-ce qu'on n'aura pas une multitude de vaccins pour la même cause? Effectivement, il y aura une multitude de vaccins. Parce qu'on sait que les États-Unis, la France, la Chine et autres. Il y aura une multitude de vaccins et je dis tant mieux, parce que ça permet d'évaluer l'efficacité de chacun de ces vaccins et de s'orienter vers le meilleur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme on le dit, moi, je ne suis pas économiste, mais les économistes disent quand il y a compétition, c'est plus facile. Ouais, c'est avantage. Voilà, surtout pour nous qui sommes pays en voie de développement. Si le vaccin n'est pas gratuit et qu'on doit l'acheter, ça va nous avantager quand il y a une compétition. Moi, je suis convaincu qu'il y aura une multitude de vaccins. Alors, dans le monde actuellement, on a vu la Russie annoncer son vaccin. Est-ce que demain, c'est peut-être les États-Unis ou la France? Comment ça va être? Il faut attendre que tout le monde annonce d'abord, ou bien si quelqu'un annonce, on l'accompagne. Si à terme, les résultats des essais cliniques sont bons, on passe et puis on évolue, ou comment? Généralement, quand quelqu'un annonce, on l'accompagne. L'OMS n'a pas encore dit qu'il va l'accompagner. Il a dit que donnez-moi les preuves et puis je vais vérifier. Oui. Ils n'ont pas dit que nous allons venir vous accompagner à développer votre vaccin. Donc, c'est sûr que d'ici peut-être quelques semaines, un autre pays peut annoncer qu'il a découvert un vaccin. Bon, ça dépend aussi des chercheurs des pays. Il y a certains chercheurs, ils veulent être sûrs et sûrs pour ne pas revenir en arrière. Eux, ils vont prendre un peu plus de temps. Il y a d'autres qui sont un peu plus pressés, comme je l'ai dit, qui ont un certain enthousiasme, qui vont annoncer. Mais ce qui est sûr, il y aura beaucoup de pays qui vont annoncer qu'ils ont trouvé un vaccin. Mais chaque fois, si ce vaccin ne passe pas par l'OMS pour homologation par des systèmes indépendants, il serait difficile de l'approuver. Sur le plan mondial, peut-être que certains pays peuvent l'approuver en tant que tel, mais sur le plan mondial, avec ce qu'on appelle le quitus de l'OMS. Annoncé depuis le mois de décembre 2019 à Wuhan en Chine, nous sommes bien sûr en août. Aujourd'hui, on a passé plus de 8 mois déjà et ça finit pas. Finalement, on est en face de quel genre de maladie? C'est toujours façon, vous l'avez l'habitude de la qualifier, un peu comparable à la grippe saisonnière ou espagnole ou comment? Non, pour le moment, on sait que c'est une pandémie. On ne peut pas dire qu'elle est saisonnière parce que quand on regarde au mois de décembre dans les pays du nord de notre hémisphère, là, c'était la période de l'hiver. Oui. Et maintenant, depuis le 21-22 juin, c'est la période de l'été. Et depuis l'hiver jusqu'à l'été, la maladie continue toujours. Donc, je parle dans les pays de l'hémisphère nord. On ne peut pas dire que c'est pour le moment une maladie. Disons, jusqu'à présent, selon les données disponibles, ça peut changer que c'est une maladie saisonnière ou non. Peut-être qu'après, quand on va analyser, on va voir que peut-être qu'il y a eu quelques période où ça a diminué, ça s'est remonté après, mais quand je prends les pays du Nord, on ne peut pas parler de saisonnière. Quand je prends maintenant les pays de l'hémisphère sud où nous sommes, où depuis le mois de décembre, c'est la chaleur, sur l'hémisphère, quand je dis l'Afrique vers la partie nord du pays, de l'Afrique plutôt, où c'est la chaleur et que la transmission continue, existe, a commencé et continue, on peut dire également que même pendant la période chaude, la maladie se transmet. Actuellement, quand on prend notre Afrique au niveau de sa partie australe,
C'est l'hiver qu'on dit austral. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense à la Namibie, je pense au Zimbabwe. Ils ont actuellement un hiver. La maladie continue là-bas. Aussi bien vers notre partie qui est chaude que la partie qui est maintenant froide. Ça veut dire qu'on ne peut pas pour le moment parler de grippe saisonnière. Voilà ce que je peux analyser compte tenu des informations que j'ai actuellement. Parfait. Professeur, il y a une question qui demeure quand on sait que, selon les mots de certains de vos collègues, qu'un virus normal n'a pas une peau ou bien une enveloppe aussi dure. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ce virus est aussi virulent, plus que les autres visiblement? Bon, parce que vous êtes en train d'utiliser peut-être un mot, il faut être prudent. Un virus virulent, bon... parce que la contamination, il faut dire c'est facile. Un virus qui se transmet assez rapidement, oui. D'une personne à une autre. Maintenant, quand on parle de virulence, on peut également parler de virulence en tant que gravité. C'est-à-dire que si ça vous atteint, ça atteint 100 personnes, peut-être qu'il y a 90 qui sont gravement malades. Quoi. On dit que c'est très virulent. Okay. Mais ici, en termes de transmission, nous qui sommes de la santé publique et puis on dit que c'est un virus qui se transmet facilement, malgré qu'on dise qu'il a une enveloppe qui est sensible à la chaleur. Mais maintenant, bon, les explications, je ne peux pas les donner, mais on peut seulement imaginer le mode de transmission, puisqu'il faut un contact très étroit. Maintenant, généralement, on dit que à moins d'1 mètre ou bien dans une atmosphère confinée, on sous-entend que la chaleur, je sous-entends, c'est une hypothèse, que la chaleur n'ayant pas encore le temps de faire son effet, puisque les gens sont à moins d'1 mètre l'un de l'autre, et ça se transmet facilement. Par contre, en période, en milieu chaud, et donc tropical, ça veut dire que si le virus tombe sur le sol, etc., ce sera plus facile que ça reste là-bas longtemps et que quelqu'un vienne passer et être contaminé. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire dans nos pays chauds, contamination, par exemple, le vent emporte ça et vous respirez quelque part, peut-être que ça sera moindre, mais de contact de personne à personne de façon étroite, c'est facile. Il y a déjà des mois que nous cohabitons avec les gens qui portent cette maladie. Et la maladie est là, on fait avec. Vous nous conseillez d'apprendre à vivre avec la maladie à coronavirus. Entre-temps, on disait qu'on a quand même plus ou moins une maîtrise maintenant de comment traiter les voies de contamination, ça et là. Mais les chiffres grimpent au jour le jour. À quoi cela est dû? Bon, il faut... avec le temps, nous avons constaté que, quand je dis nous avons, en ce qui concerne le Togo, oui, qu'il y a beaucoup de cas qui ne présentent pas de symptômes. Donc, beaucoup de cas qui n'ont pas la fièvre, qui n'ont pas les maux de tête, mais qui peuvent contaminer une autre personne. Et ces personnes sont majoritaires. Les personnes qui présentent les signes, la fièvre, les maux de tête, la fatigue, elles sont peu nombreuses. Donc, quand on a une maladie, je ne sais pas si c'est spécifique, beaucoup plus spécifique à nos pays tempérés ou bien nos pays chauds. Chaud, oui. Et quand on a donc une maladie qui atteint une personne et la personne n'a aucun signe, la personne aura tendance à se promener et c'est plus facile qu'elle contamine d'autres personnes. Voilà pourquoi je me dis que depuis ces derniers temps, il y a une certaine remontée du nombre de contaminations et donc du nombre de personnes testées positives. Maintenant, il y a ça. Quand on a levé également le couvre-feu, il y a eu beaucoup de personnes, parmi ces personnes, donc, des gens qui sont infectés probablement et qui ne respectent pas les mesures barrières. Voilà ce que je peux dire. Le cas du Togo, on va y revenir dans un instant à l'autre pour mieux creuser le sujet à ce niveau. Mais quand on analyse un peu sur la planète et dans tout son ensemble, on jette un coup d'œil en France, Belgique, d'autres pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on impose systématiquement maintenant le port de masques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi?
Bon, comme ces autres pays, hein, les informations aussi disent qu'il y a beaucoup de cas qui ne présentent pas de signes, quoi, de symptômes. C'est ce que nous appelons dans notre langage médical et sanitaire les cas asymptomatiques. Et deuxièmement, quand tu es cas asymptomatique, tu ne sens aucun symptôme, tu auras tendance à faire tes activités normalement. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est le fait que il y a une grande proportion de la population, bon, je n'ai pas vu d'études spécifiques, mais qui ne portent pas, qui n'appliquent pas les mesures barrières à 100% telles que recommandées. Donc, d'où ces augmentations, que ce soit en France, comme vous avez dit, en Belgique, dans certaines zones de l'Allemagne, etc. Et même tout récemment, j'ai vu que l'Irlande aussi fait partie de ces pays-là. On était, entre-temps, dans la phase pandémique de la maladie. Aujourd'hui, dans chaque région, dans tous les pays, on a forcément un cas, ça et là. C'est de l'endémie. Non, c'est toujours pandémie. C'est toujours pandémie. Ouais, ouais. Et la phase endémique, c'est quand? Ou bien le pic de la maladie même, c'est quand, finalement? Bon, c'est-à-dire que quand on dit pandémie, la maladie toujours est en train de s'étendre. Par exemple, quand on prend le cas du Togo, oui. La maladie s'est étendue à toutes les préfectures du Togo. Sûrement qu'elle va s'étendre également de plus en plus si la population n'applique pas les mesures barrières. Elle va s'étendre de plus en plus au canton, au village. Si on fait les analyses maintenant, canton par canton, village par village, ou bien commune par commune, quoi. Bon, donc, comme c'est en train d'augmenter, de persister sur un mode qu'on dit explosif, c'est-à-dire le nombre de cas augmente, c'est toujours pandémie. Maintenant, quand est-ce qu'on va parler de endémie? Ça veut dire qu'il y aura un moment où probablement on va constater que la maladie a atteint un grand nombre de personnes et que ça n'augmente plus et que ça s'est resté soit sur un plateau, ou bien non, ça a atteint un grand nombre de personnes, ça a diminué et ça a atteint un niveau où ça ne diminue plus. En ce moment, on va commencer peut-être par parler de maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle s'est enracinée dans la population et qu'elle ne va plus partir. Puisqu'on a de nouveaux cas, pratiquement dans certaines régions du pays qui, entre-temps, étaient épargnées, mais finalement, il n'y a aucune région ou bien district, aucun district sanitaire épargné. Les 44 au Togo sont finalement embarqués. Mais moi, je considère que c'est toujours la pandémie qui continue. Et le pic peut être prévisible sur quand, à peu près? Bon, on avait demandé, quand je dis au niveau de la partie nationale, ils avaient demandé à ce que ceux qui font la modélisation puissent faire une modélisation et leur donner un pic. Mais bon, les données ne permettaient pas vraiment, les données disponibles, avec les détails suffisants, ne permettaient pas de faire une certaine modélisation. Mais par contre, quand je regarde notre pays, et quand je regarde l'évolution de la pandémie, donc de la maladie chez nous ici, je constate que au fur et à mesure qu'il y a des aspects culturels qui regroupent des gens, le nombre de cas augmente. Je pense à la région de la Caraïbe, en particulier dans la Cosa, où il y a eu tout récemment des aspects culturels qu'on appelle le Condana, qu'on appelle l'Akpema, qui a regroupé. Tout a été annulé, selon le communiqué. Le communiqué a été annulé, mais il faut voir le comportement des gens. C'est sûr que des gens, ils ont fait ça, on leur a dit qu'il faut faire ça au cycle minimum. Mais ce n'est pas sûr que les gens ont respecté les mesures barrières quand ils font ça même au cycle minimum. Puisque c'est la tradition, on ne peut pas quand même à ce niveau-là, quand on parle de Condona, Akpema et autres, là, il y a le contact physique, c'est là. Bon, c'est-à-dire, voilà, il y a une certaine réjouissance si on ne fait pas. Maintenant, c'est pour arriver un peu au pic, quoi. Oui. Maintenant, quand je regarde au mois d'août, normalement, à partir du 15 août, là, je sais qu'il y a la fête des ignames qui s'organise généralement. Entre-temps, il y avait aussi la Tabaski. Bon, voilà, il y a eu la Tabaski. Mais je ne sais pas si la Tabaski a regroupé beaucoup de personnes. On parle maintenant un peu de pic dans Tchaoudjo et autres là. Ça peut être aussi un facteur.
Bon, moi, j'ai regardé un peu les données de Tchao. Ça a commencé, je pense, vers le 17 juillet. Okay. Je parle de la transmission. La transmission, oui. Communautaire, hein, c'est-à-dire au sein. Ce ne sont pas des gens qui ont été en contact avec des cas, mais ce que nous appelons les cas suspects, là, ça a commencé surtout à grimper à partir du 17 juillet. Là. Et je pense que bon, c'était avant la Tabaski. Maintenant, je pense qu'on peut revenir à ce que je disais. Quand si la fête des ignames essaie de regrouper des gens et les gens ne respectent pas les mesures barrières préconisées par le gouvernement. Et la fête des ignames intéresse au mois d'août, c'est surtout Blita. Et je pense à la préfecture de Lobou. Ça, c'est un peu au mois de septembre, à partir du début septembre. Dans les plateaux aussi. Voilà, donc les plateaux là, il faut s'attendre à une augmentation là-bas aussi. Et également, quand il y aura, je pense, la prise de la pierre sacrée et les aboubos. Est-ce qu'il y aura ça? Non, le communiqué a tout interdit. Qu'il n'y aura pas. Non, mais quand même. Bon, je sais qu'il n'y aura pas la prise de la pierre sacrée. Oui. Mais la tradition veut que pendant cette période, il y a des gens qui retournent dans leur village pour faire certaines choses. Est-ce que ces gens vont repartir pour faire oui ou non? Pour honorer la prise n'aura pas lieu. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que le gouvernement a interdit. Mais les gens ont tendance à aller à certaines périodes dans leur village d'origine. Que la pierre soit prise, sacrée soit prise ou non, les gens là iront. Il faut surveiller. Et c'est le rôle des chefs cantons, des chefs de village de se préparer. Je pense que le ministre en charge de la culture, son nom, Kossivier Bétoyon, il a du boulot avec ses éléments. Voilà, sur le terrain, ils ont du boulot. Ils ont du boulot à faire. Justement, parlant de ces cas, le chiffre qui augmente au jour le jour, la commission était face aux hommes des médias, c'était ce mercredi, c'est-à-dire hier, pour faire le point de presse hebdomadaire donnant un lieu à des questions-réponses. Nous allons essayer de suivre cet élément du service de la rédaction de notre antenne en français pour revenir au plateau pour la discussion. Tour d'horizon d'Agoé à Niconakwe en passant par le centre-ville de la capitale togolaise, le constat est triste et il est perceptible un peu partout dans les rues et les lieux publics de Lomé. Alors que le spectre d'une contamination de Covid-19 est toujours évoqué, beaucoup de Togolais multiplient les mauvais exemples au mépris des recommandations publiques. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'il y a un relâchement dans les activités de tous les jours. Or, nous avons bien dit, nous devons vivre avec le virus et nous devons apprendre à vivre avec ce virus pour empêcher sa propagation. Toujours présent au Togo, la circulation du virus augmente dans certaines régions. Résultat, le taux de contamination franchit la barre des 1000 cas en l'espace de 5 mois, dont 26 décès. Dès qu'il y a des cérémonies traditionnelles dans une localité, les bars pendant cette période-là seront fermés. Ceci afin d'éviter la propagation du virus parce que nous avons constaté tous les endroits où il y a eu des cérémonies avec des fêtes dans les bars, l'épidémie a repris une pente montante. Même si l'épidémie du coronavirus continue de circuler avec une faible intensité au Togo, les alertes se multiplient ces derniers jours de la part des autorités qui déplorent l'abandon des gestes barrières et surtout du port du masque. Un reportage bien sûr de Rebecca Vessou et puis Helmut Pinto qui était bien sûr à cette rencontre de la synthèse de tout ce qui se passe depuis une semaine parce que ça s'est fait mercredi à l'autre mercredi. Voilà, et le constat est triste aujourd'hui. Les chiffres augmentent tout bonnement. En espace d'une semaine, on a enregistré jusqu'à 7 décès. C'est quand même beaucoup. Si jamais on ne le souhaite pas. La semaine qui arrive, là, on enregistre encore 7 décès. Là, le danger est vraiment permanent. Oui, en fait, le danger est permanent. Il est permanent. Et ces derniers temps, quand moi j'analyse les données, il y a de cela un peu plus de 6 semaines, 7 semaines,
j'arrivais à peu près à 7 cas. Je parle du nombre de cas positifs par jour. Mais avant de venir à cette émission, j'ai essayé d'analyser les données pendant les 45 derniers jours. Et j'ai vu que si je fais la moyenne des 47 derniers jours, j'arrive à peu près à 12 cas par jour. C'est beaucoup. Si je prends les données pendant les 30 derniers jours, j'arrive à 13 cas par jour. Et si je prends les données pendant les 2 dernières semaines, j'arrive à 14 cas par jour. Donc c'est en train d'augmenter petit à petit. Et c'est lié au facteur que vous avez montré tout de suite dans ce reportage. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne respectent pas les mesures barrières et que beaucoup de personnes ne respectent pas ce que nous avons dit, les interdictions que le gouvernement a mis en place concernant les aspects de fêtes culturelles. Maintenant, en termes de décès, pendant longtemps, le Togo était parmi les pays, ou bien l'un des rares pays où ce qu'on appelle le temps de doublement du décès était le plus faible. Aussi bien dans notre sous-région qu'en Afrique. Maintenant, avec ces derniers temps, le temps de doublement du nombre de décès risque de s'écourter. Et ça inquiète. Donc, au niveau du ministère de la Santé, dont je fais partie de l'équipe, nous sommes en train de voir un peu ces décès-là, analyser les décès pour savoir quelles sont les personnes qui décèdent et est-ce qu'elles arrivent assez tôt dans les formations sanitaires pour être traitées, etc. Et le constat qu'on a fait, c'est que c'est souvent des gens qui ont ce qu'on appelle dans notre langage médical des comorbidités, c'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient d'autres maladies. Et ces maladies, principalement, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, et c'est ce qu'on appelle l'obésité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gros ou bien trop grosse. Donc c'est ces éléments-là, le non-respect des mesures barrières, et surtout, et l'atteinte de certaines personnes. J'ai oublié, il y a aussi l'âge qui est supérieur à plus de 60 ans, et qui font que ces décès augmentent. Donc nous devons faire attention, surtout les jeunes, pour ne pas amener la maladie chez les personnes âgées qui vont facilement mourir. Si nous prenons les régions au Togo, sinon les districts sanitaires, quels sont ces districts sanitaires-là qui enregistrent beaucoup plus de cas de contaminés, bien les zones en fait? Bon, je commencerai par dire que globalement, c'est la région, le Grand Lomé. Le Grand Lomé, hein? Je prends, oui. C'est-à-dire, Lomé, ça veut dire qu'il y a la préfecture du Golfe, la préfecture d'Aguanivé. C'est ce que l'ensemble fait le Grand Lomé. C'est là où il y a le plus grand nombre de cas. Et après, si j'arrive à d'autres, il y a Tchaoudjo. Il y a... Dans la centrale. Dans la région centrale. Oui. Et quand on arrive au niveau de la région de la Kara, il y a 2 préfectures. Il y a la préfecture d'Assoli et la préfecture de la Kosa. Maintenant, si je reviens à la région des plateaux, il y a la préfecture de Logou. Maintenant, dans la région maritime, on a constaté que au niveau du Bamono, il y avait quand même quelques cas. Ça, c'est globalement, pour répondre à votre question, le grand nombre de cas. Mais quand j'analyse un peu plus, j'arrive à me demander parmi ces cas-là, est-ce qu'il y a des cas, il y a ce que nous appelons les cas qui proviennent des voyageurs, donc c'est des cas importés. Et puis il y a les cas qui proviennent des contacts, c'est-à-dire des gens qui ont été en contact avec des cas testés positifs. Et puis il y a un troisième groupe qu'on dit c'est des cas suspects. On ne sait pas comment ils ont pu s'infecter. Donc quand j'analyse, je me rends également compte que parmi les cas suspects, j'ai fait calculer un total, comme je l'ai dit, j'ai fait une analyse au bout d'1 mois et demi. Il y a eu 133 cas suspects et la majorité
c'est encore dans Grand Lomé. Je parle des cas suspects. Ça veut dire que ça se transmet dans la communauté. C'est lié peut-être à ceux qui vont dans les bars, dans les buvettes, qui, sans appliquer les mesures barrières, peuvent se contaminer l'un ou l'autre. Après donc, le Grand Lomé, il y a Tchaoudjo. Je parle des cas suspects à la communautaire, quoi. Et après Tchaoudjo, nous avons Assoli, la Kosa et puis Logou. Parfait. Voilà ce que j'ai trouvé dans mes analyses. Alors, dans le point de la commission, on a su comprendre que les bars sont aussi des vecteurs de propagation de cette maladie. Que faut-il faire justement? Faut-il refermer, fermer certains bars ou revoir la stratégie à l'entrée de ces bars, restaurants et autres? Bon, je ne sais pas ce qui se fait au niveau du ministère du Commerce, puisque les bars doivent dépendre du ministère du Commerce ou bien du ministère des Finances. Maintenant, normalement, il faut convoquer les tenanciers de ces bars, leur parler. Et ça doit se faire à travers... Il y a eu nos élus locaux, les délégués, les maires, etc. Et leur parler de cette transmission qui augmente et de cette augmentation de cette transmission communautaire, donc dont beaucoup... Nous pensons que c'est lié à ces bars-là. Et qu'ils appliquent autant que possible les mesures barrières. Maintenant, le deuxième aspect, que la force FOSAF Covid-19 puisse de mieux en mieux faire son travail. Je sais qu'elle fait son travail, parce que de temps en temps, moi-même, je les rencontre. C'est très souvent avec ceux qui n'ont pas porté les masques, qu'on sent un peu de rigueur. Ce n'est pas ça seul, je crois que c'était ça seul. Pour les autres gestes... Mais souffrance quand même. Moi, j'ai rencontré. C'est un constat qui se dégage. Si vous ne portez pas aujourd'hui les masques, enfin le masque dans la circulation, là, vous êtes foutu. Mais par rapport aux autres mesures, on a comme impression que le port du masque, ça s'arrête là. Les autres, distanciation sociale, se laver les mains, s'il y a possibilité ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, tousser dans le creux du coude et les autres là. Visiblement, rien n'est respecté. Et surtout les marchés, dans les marchés aussi. Bon, c'est-à-dire que quand nous analysons, quand on prend les gestes barrières, ou bien les mesures barrières, il y a le port du masque, il y a la distanciation physique, et certains disaient sociale, il y a le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. Et puis quoi d'autre? C'est dans le creux du coude. En cas de besoin. Oui. Maintenant, parmi les trois que j'ai cités, là, le plus facile pour moi, c'est le port du cache-nez ou bien du masque. C'est le port. Donc, la première vérification, c'est d'être sûr que les gens portent le cache-nez ou bien le masque. Le deuxième, ça c'est valable surtout pour les bars. Parce que quand on est dans un bar, là, je me dis, pour boire là, on ne va pas boire à travers un cache-nez. Donc, il faut vérifier maintenant ce que vous venez de dire là, dans les bars, si les gens respectent cette distance de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres entre eux. Non seulement de respecter la distance, mais autour de la petite table là, faire ce que les gens ne soient pas en nombre aussi, Oui, c'est ça le problème, parce qu'une petite table à peine, ça fait 1 mètre comme ça, et on a 4 personnes agglutinées autour, et puis se chamaillent à longueur de temps. Moi, je dis que si j'étais chef d'un bar, j'allais acheter ce qu'on appelle le mètre. Il y a un mètre là que je ne sais pas si c'est les maçons ou bien les menuisiers qui utilisent là. Et chaque fois que mes clients viendraient, je vais mesurer entre eux, je leur dis, même si la table est petite, mettez-vous de ce côté, mais je ne pense pas... Qu'ils pensent comme vous, qu'ils pensent comme nous, et qu'il faut vraiment faire tout pour que nous puissions nous débarrasser de cette pandémie à coronavirus au Togo. Est-ce qu'on sera tenté peut-être dans les jours qui viennent de renouer avec couvre-feu? Bon, moi personnellement, je ne suis pas autorité. Parce que visiblement, quand les chiffres augmentent, on parle du bouclage de certaines zones à l'intérieur du pays pour pouvoir mieux maîtriser la maladie.
Et vous avez eu à le souligner il y a un instant que c'est dans le Grand Lomé aussi qu'il y a pas mal de cas. Est-ce qu'on n'est pas tenté peut-être de renouer avec la vieille stratégie, enfin l'ancienne stratégie pour pouvoir maîtriser? Visiblement au départ, c'est ce qui a été fait et le Togo était plus ou moins un bon exemple dans la sous-région. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est plus vraiment ça. Oui, c'est-à-dire que si le couvre-feu doit revenir, il faut se baser sur les données. C'est-à-dire faire un couvre-feu sélectif. Par exemple, j'ai dit Grand Lomé. Donc, quand on va analyser les données de Grand Lomé, on peut se rendre compte que peut-être qu'il y a eu certaines zones où ça se concentre. Peut-être faire le couvre-feu là-bas, c'est pour éviter de bloquer toute l'économie, alors que peut-être c'est une seule zone ou bien 2 ou 3 zones qui doivent être bloquées. Si c'est dans ce sens, et que si c'est possible, parce que moi je ne suis pas de la sécurité, si c'est possible, c'est peut-être ce qu'il faut faire, c'est ce que nous pouvons suggérer à ceux qui ont cette responsabilité. C'est-à-dire dans des zones bien précises. Surtout dans les banlieues de Lomé, là, il se passe beaucoup de choses. Bon, comme vous êtes journaliste, vous connaissez les lieux. Moi, je ne fais pas de reportage, je ne la connais pas. Faites un effort, peut-être déjà à partir de ce jeudi, à sillonner certains coins de Lomé, un peu sortir de la capitale, du quartier administratif, aller dans les zones un peu reculées, aller vers Baguida et consort, Kégué. Dans la journée ou bien dans la nuit? Bon, les soirs comme ça. Professeur, c'est déjà la fin de l'émission. En conclusion, que pouvons-nous dire par rapport à ce vaccin qui doit être analysé, enfin les essais cliniques qui doivent être analysés dans les jours qui viennent par l'OMS? Bon, peut-être avant de venir au vaccin, franchement, je demande à nos compatriotes, vu le nombre de décès qui est en train d'augmenter là, faisons l'effort de suivre les mesures barrières que le gouvernement nous a recommandées. C'est vraiment fondamental. Les gens ont commencé par mourir de plus en plus nombreux. On a près de 7 morts. Voilà, il faut qu'on fasse l'effort. Maintenant, beaucoup, pour revenir au vaccin, espérons que l'annonce de la Russie se traduise par une vraie efficacité et que le dossier arrive rapidement à l'OMS et que l'OMS puisse évaluer et nous dire si vraiment ce vaccin est efficace et qu'il peut être utilisé. C'est mon souhait. Et que d'autres pays puissent suivre assez rapidement, qu'on ait une gamme variée de vaccins de type préventif, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Des vaccins qui feront mieux l'affaire, Oui, parce qu'une maladie qui est transmissible comme la pandémie à coronavirus, généralement on dit qu'on peut la contrôler, ou bien on peut l'éliminer, ou bien on peut l'éradiquer grâce à la vaccination. Merci beaucoup. Pas grâce au traitement, c'est surtout grâce à la vaccination. Merci beaucoup, professeur Kassan Koyon, professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Bon retour chez vous. Merci beaucoup et au revoir. Messieurs, mesdames, c'est la fin de ce rendez-vous de ce jour. Derrière nous, c'est le journal. À très vite.